Et bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver pour ce 10e épisode. Et oui, déjà 10e épisode de Y a pas que la data. Alors vous êtes toujours de plus en plus nombreux à nous écouter, on vous en remercie. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous les prochains des épisodes. On est sur toutes les plateformes connues et inconnues. Mettre un petit avis, ça peut nous aider aussi. Et pour ce nouvel épisode, je suis toujours accompagné par le merveilleux, qu'on ne présente plus, Thomas Memoun. Salut Pierre. Et aujourd'hui, nous retournons dans l'univers de l'automobile. On avait fait un précédent épisode avec Annabelle, qu'on salue, de Stellantis, puisque nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Siam Essodaigui, qui est responsable du service intelligence artificielle appliquée et du service innovation digitale de Renault Group, qu'on ne présente plus, Renault Group, centenaire en France. Donc, bonjour Siam. Bonjour Pierre, bonjour Thomas, bonjour à tous. Écoute, très content de t'avoir avec nous, Siam. Merci à vous pour l'invitation. Merci, je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Je crois que c'est Thomas qui démarre. On est très content de t'avoir parmi nous, Siam. Donc, avant toute chose, pour bien commencer l'échange, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer un petit peu ton rôle chez Renault? Alors, moi je suis responsable d'un service qui s'appelle Intelligence artificielle appliquée. Je suis aujourd'hui rattachée au Centre d'excellence de technologie de Renault Digital. Ce service est rattaché à cette entité-là. Et il s'agit du premier service informatique spécialisé en IA chez Renault, puisqu'il existe depuis le début des années 2000. Donc, nous, on est une équipe aujourd'hui d'une quinzaine de personnes et on a comme mission de développer, de concevoir, de déployer, de maintenir des solutions informatiques qui s'appuient sur certaines technologies d'IA. C'est une organisation qui s'est fait uniquement en interne, puisque là, tu nous parles depuis les années 2000, c'est ça? C'est-à-dire que vous avez vu beaucoup, beaucoup de changements à travers le temps? Ça fait 24 ans maintenant. Tout à fait. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques cas d'usage que vous avez rencontrés en intelligence artificielle depuis ce temps? Alors en fait, c'est un service qui a été créé justement, dans les années 2000 parce que, au début des années 2000, il y avait le début d'internet, le début des sites web. On voulait vendre nos voitures et à ce moment-là, on avait besoin d'un configurateur de véhicule qui soit performant et qui puisse, répondre, dans des temps, voilà, très courts, hein, par rapport aux requêtes, des clients quand ils cherchent à configurer leur véhicule. Et c'est pour répondre à ce besoin, en fait, qu'un ingénieur chez Renault a conçu et inventé une technologie qui se base sur de l'IA pour pouvoir faire un moteur de configuration, de véhicule, très performant. Donc, ça, c'est le premier cas d'usage qui a même justifié même la création de notre équipe par la suite. Mais voilà un exemple concret finalement d'utilisation d'une IA qui n'est pas basée sur le machine learning, mais qui est plutôt basée sur ce qu'on appelle l'IA symbolique, en fait. Et du coup, dans le domaine, de l'automobile, parce que finalement, l'IA, tu peux avoir des usages, tu me diras si je me trompe, mais des usages, internes, pour améliorer les services, les systèmes, les processus et cetera. Et tu peux avoir aussi des usages, externes. Le configurateur dont tu nous as parlé, c'est Oui. plus un usage, externe, c'est ça? Et ben, en fait, le configurateur, la technologie interne d'IA qui a été inventée chez Renault a un usage à la fois externe. La motivation première était le configurateur de véhicule, mais il a aussi un usage interne il permet en fait de contrôler même la cohérence de la documentation des véhicules en interne chez Renault. Et donc, c'est une techno qui est utilisée dans différents domaines de l'entreprise, que ce soit au niveau de la conception du produit, de l'ingénierie, de la prévente. Donc, c'est vraiment un usage à la fois en interne et en externe. Hem, c'est, hem, c'est une, techno qui a pu être, utilisée en fait, de cette manière-là grâce à une très bonne stratégie finalement d'exposition du service qui était OK, associée à cette OK. technologie. Et aujourd'hui, quand j'entends parler, des chatbots basés sur les LLM et cetera, et ben, ça me fait penser un petit peu à cette stratégie-là, parce qu'il y a une partie compilation de la connaissance.
Voilà, pour les LLM, c'est, un entraînement d'énormes modèles et puis dans notre techno interne, c'est la compilation de la connaissance qui permet de décrire, la gamme des véhicules de Renault. Et puis après, il y a la deuxième étape qui est l'inférence. Pour les LLM, on a des questions, des discussions. Et ben, pour notre techno, on peut poser à notre intelligence artificielle des questions de type bah, si je choisis telle option sur tel véhicule, quelles sont encore les options que je peux choisir de manière voilà, exacte et sûre. Voilà. Très clair. Et du coup, bon, Renault, c'est le domaine de l'automobile. Justement, dans ce domaine-là, dans cette industrie-là, en quoi l'IA peut changer la donne ou va changer la donne ou même finalement est en train de changer la donne depuis une vingtaine d'années et peut-être avec une accélération. Mais voilà, en quoi c'est important, en quoi c'est un sujet important pour vous et toi qui es au cœur de tout ça, tu dois être, voilà, tu dois en avoir la vision de ce Oui. côté stratégique pour l'entreprise. Alors, déjà par rapport à notre service, moi je parle du service, donc IA. Donc je vais déjà préciser les domaines que nous couvrons. Je vous avais donné notre mission, mais on a 3 domaines de spécialité finalement en IA. La techno dont je vous ai parlé et qui est, stratégique pour l'entreprise, mais aussi on utilise de la recherche opérationnelle pour, développer des outils, d'optimisation et d'aide, à la décision. Des Tu peux outils nous en dire un petit peu plus justement sur la recherche opérationnelle pour ceux et celles, qui nous oui! écoutent et qui ont peut-être oublié ce que c'était? Alors, c'est une discipline qui se base, sur les mathématiques, l'informatique pour, traiter une typologie de problèmes qui, de type ce qu'on dit, des problèmes d'optimisation. Donc pour illustrer un exemple, j'aime bien citer une des applis qu'on a développées chez nous, pareil en interne, une application qui permet d'optimiser le chargement des camions. Pour approvisionner nos usines, on utilise en fait, on doit, utiliser, beaucoup de camions pour approvisionner les usines en pièces, depuis les fournisseurs. On est amené à, voilà, transporter beaucoup de pièces et pour, des raisons d'optimisation de coûts, on a et aussi d'impact CO2, on a tout intérêt à charger au mieux les camions avec les pièces qu'on doit placer dedans. Donc ce chargement 3D peut être fait grâce à des outils, mathématiques et informatiques de la recherche opérationnelle. Ça, c'est un exemple. D'autres exemples d'utilisation, c'est par exemple la construction de planning qui peuvent être très gros pour des programmes véhicules, par exemple. Le fameux Heu, problème de l'emploi du temps en fait, Tout à fait et ben voilà. qui est un problème, qui est un problème NP complet. Il peut l'être effectivement, de même que celui dont je vous parlais, précédemment Le avec, chargement des tout camions, à le fait. pavage du plan et cetera et cetera. Voilà et ben, c'est la recherche opérationnelle nous donne les outils qui nous permettent de traiter ce type de problème et on en a, dans l'industrie, beaucoup à résoudre. Moi, j'aime beaucoup l'aéro et je suis contente parce que cette année, le CNRS a mis l'aéro comme discipline de l'année, donc ils font un focus sur cette discipline. Je l'aime beaucoup parce qu'en fait, en termes de rentabilité et d'efficacité, elle est très intéressante à connaître, à développer et à utiliser dans les entreprises. L'aéro, pas l'aéronautique, hein. La Non, recherche la opérationnelle. recherche opérationnelle, effectivement. Auparavant, tu mentionnais le terme «dia symbolique». Est-ce que tu peux revenir un peu dessus? Alors, quand je parle d'IA symbolique, c'est pour l'opposer un petit peu à l'IA connexionniste, pour utiliser les termes techniques, mais pour l'opposer à la partie, d'IA, aux méthodes qui se basent sur l'apprentissage automatique à partir des historiques de données, en fait. Et en fait, l'IA symbolique se base plus sur, de la logique parce qu'elle va simuler, un raisonnement. Elle fait partie du domaine de la représentation de la connaissance et du raisonnement et donc on va s'appuyer sur des clauses logiques pour, que la machine, puisse, vérifier, de manière, cohérente, heu et logique, le respect de certaines clauses, qui peuvent décrire, la compatibilité, par exemple, entre des équipements dans un véhicule.
OK, c'est super clair, merci beaucoup. Maintenant, on va parler d'un sujet un peu plus philosophique. On va en profiter pour te poser la question d'Adrien Vestegem de la BNP Paribas. Et donc, au dernier épisode du podcast, il nous disait: «Si l'IA générative est aussi puissante que ce qu'elle semble être, à quoi va ressembler la société dans 15 ans?» Déjà le conditionnel, si l'IA générative était aussi puissante que ça. Je pense qu'elle a fait ses preuves quand même et l'IA générative et là je pense qu'on parle, principalement de l'IA conversationnelle, en fait tous ces chatbots, qu'on a vus, les LLM et cetera. C'est sûr que, c'est une technologie qui est puissante. Quand on converse avec ces IA, on voit bien la qualité de du le niveau d'expression, la qualité du langage, la qualité de la «compréhension» entre guillemets de nos questions, de ce qu'on lui adresse. Donc là, il y a aucun doute sur, l'efficacité de ces IA et de leur performance. De là à me projeter dans 15 ans, c'est pas facile parce qu'on doit faire plein d'hypothèses, en fait. Il y a pas mal d'hypothèses. Est-ce que dans 15 ans, ce sera quelque chose de très intégré, très naturel, un peu comme quand on utilise notre fichier Excel ou n'importe quel autre outil, dont on a pris l'habitude et puis voilà, on se posera plus de questions et puis, l'IA générative sera intégrée dans nos usages, voilà. Est-ce que nous aurons, toujours ou est-ce qu'à l'inverse, elle pourrait être devenue obsolète? 15 ans, en 15 ans, il y a beaucoup de choses qui peuvent se produire. Est-ce qu'elle aurait été obsolète? Moi, je dirais l'IA générative ne serait probablement pas obsolète, mais les technos qui sont derrière aujourd'hui seront peut-être, remplacés par d'autres technos, complétés par d'autres techniques et cetera. Aujourd'hui, l'IA générative, il y a ce qu'elle permet de faire, mais il y a aussi pas mal de sujets qui restent encore ouverts. On prend juste la partie énergétique, la partie, voilà, qu'elle est consommatrice en termes d'apprentissage et en termes d'inférence. On voit les problèmes qu'elle peut amener aussi, en plus des usages et des aides qu'elles apportent. On a tout ce qui est de l'ordre du deepfake qui devient en plus accessible à tous. Donc quel va être l'impact de ça dans l'avenir? Est-ce qu'on va continuer à faire confiance à ce qu'on voit et à ce qu'on lit sur les supports digitaux? Donc qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là si c'est plus gérable? Je ne sais pas. Et puis aussi, si on utilise beaucoup, beaucoup d'IA générative, et si finalement le contenu qu'on trouve sur internet est généré par l'IA générative, où se trouvera le contenu généré par des humains? L'IA générative, est-ce elle restera pertinente ou elle s'auto-nourrira? Qu'est-ce que ça va devenir? Donc ce sont toutes ces questions-là qui font que je ne peux pas vraiment savoir ce que sera la société dans 15 ans. Ça m'étonne pas et de toute façon, pour reprendre un petit peu, vu la courbe de croissance exponentielle, des technologies et notamment de l'IA, depuis ces dernières années et encore plus accéléré ces derniers mois, il est probable que, si on regarde un horizon de 15 ans, ça soit une progression, qu'on puisse même probablement pas imaginer aujourd'hui. Et ensuite effectivement les technos, et là je renverrai, nos auditeurs, et tout le monde sur ce qu'a pu publier récemment, Yann Lequin, Mmh. sur, effectivement, où il dit qu'aujourd'hui, bah, les LLM, ça a le vent en poupe et c'est la techno, la plus sexy et que tout le monde, il faut qu'on aille tous vers des LLM et cetera. Mais lui, il met complètement dans la balance ces technos qui, selon lui, sont insuffisantes, pour pouvoir, accéder à une intelligence, de type humaine, Mmh. heu et pour lesquelles, il pense qu'il faudra d'autres, types d'algorithmes, d'autres types d'intelligence qui ne seront pas basés, justement uniquement sur les LLM. Et il avait fait un talk, au Collège de France. Il parle effectivement de ce qu'il appelle AMI, donc l'Advanced Machine Intelligence, Mmh. et ça peut être assez intéressant. Donc effectivement 15 ans, je pense qu'on est très, 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 très aujourd'hui et tu fais aussi un parallèle sur, l'énergie, Mmh. heu, qu'il va falloir, parce que ça pose un gros problème sur l'énergie qu'il va falloir tacler. Tout à Tacler fait. qu'il va falloir, auquel il va falloir s'attaquer et Mmh. sûrement résoudre, parce que l'énergie, elle, n'est pas exponentielle. Tout à fait. Donc il va y avoir à un moment donné un point où, il faudra obligatoirement soit, légiférer et réguler
et stopper ou améliorer en termes de puissance et d'énergie et ou trouver peut-être la réponse à l'énergie infinie et pas chère avec la fusion thermonucléaire. Mais ça sera pour un autre podcast. D'ailleurs, tu disais IA Gen, on entend chatbot, etc. Moi qui code, je n'utilise jamais l'IA Gen pour faire des chatbots. Mmh. C'est super bon pour tout un tas d'autres choses, l'extraction d'informations structurées. Oui. Il y a des choses très très bonnes qui sont des usages moins mainstream que les chatbots Mmh. et tout aussi intéressants. Donc voilà, parenthèse fermée. Comment vous en êtes arrivé comment vous avez vécu l'arrivée, le chamboulement, le déboulement de l'IA générative au sein d'un grand groupe comme Renault? Alors, je vais revenir encore sur un des domaines, d'activité qu'on a dans notre service, parce que j'en avais un troisième, c'est le traitement du langage naturel. Donc je vous ai dit, voilà, que nous faisons de l'Optime et le troisième domaine, c'était le traitement du langage naturel. Donc, c'est dans ce contexte-là, je pense que c'est un contexte qui est intéressant de souligner parce que dans notre équipe, on avait voilà quelqu'un qui est plutôt expert en traitement du langage naturel, qui s'intéressait aux modèles de langue et qui avait partagé avec nous en réunion d'équipe à plusieurs reprises son étonnement et puis ce qu'il sentait venir justement avec les modèles géants, quoi. Et puis après, il y a eu le buzz de ChatGPT qui a été finalement le démonstrateur des capacités de ce type de modèle et qui a été public et mis à disposition de tous. Donc nous, à ce moment-là, en tout cas à mon niveau, Heu, on a eu, comme, réaction d'être à la fois enthousiaste par rapport à ça. On s'est dit: «Ben, voilà, on a la preuve que ça marche, on a moins besoin de prouver que ce type de technologies peuvent marcher et répondre à des cas d'usage». Donc voilà, ça a été, un démonstrateur efficace et en même temps, on se rendait compte que la course qui était avant entre des géants de ces technos, ceux qui sont dans ces technologies, cette course cachée, maintenant, elle devenait publique. Donc ChatGPT, OpenAI avec ChatGPT mettait en avant ces outils. On se doutait que ça allait amener aussi d'autres fournisseurs de solutions dans une course plus ouverte finalement, une course non plus uniquement technologique, mais aussi en termes de business. Donc, des possibilités d'avoir de nouveaux produits disponibles et à disposition, en tout cas accessibles entre guillemets. Et puis le dernier effet aussi de cet événement, c'est d'être conscient aussi que ceux qui pouvaient douter donc des capacités de l'IA, là n'en doutaient plus et voire même ils étaient amenés à peut-être fantasmer maintenant sur des nouveaux usages de l'IA, notamment les LLM. Donc pour nous, ça a été voilà, toutes ces choses-là qui se sont produits un petit peu en même temps dans notre tête et j'ai été personnellement missionnée pour travailler justement au sein de Renault sur le sujet de l'IA générative l'année dernière sur 2023. Donc pour traiter le sujet en interne, la priorité a été finalement d'informer. Informer les collaborateurs, tous mes collègues en fait le plus possible des atouts de ces technos et de leurs limites. Voilà. Ça, c'était le premier point. Parce que on peut ne pas se rendre compte que derrière, il s'agit d'un modèle statistique et que même s'il parle très très bien, qu'il est très convaincant, il peut dire des choses qui sont erronées parce que statistiquement, ça peut être faux. Donc on a beaucoup Avec conviction, et avec avec une une grande grande conviction. Donc ça a été informer. Ça a été la priorité. Après, ça a été en même temps presque sécurisé. Donc, il a fallu aussi sensibiliser nos collègues sur l'usage de ce type d'outils qui était accessible et qu'il ne fallait vraiment pas l'utiliser avec des données professionnelles ni privées pour eux-mêmes et les sensibiliser sur la notion de réintégration de l'information dans les modèles qui pourraient après se retrouver voilà, dans les réponses à des questions, etc. le DAF, vous lui avez dit: «Non, ne copie-colle pas tout ton fichier Excel, s'il te plaît, sur Voilà. ChatGPT. Ça non, tu ne dois pas faire ça». On ne doit pas le faire. Tout à fait.
Après, il y a aussi une stratégie, pour limiter le risque. Il faut mettre à disposition des outils analogues en interne dans un contexte qui soit plus sécurisé et c'est ce qu'on a fait, en précisant aussi quand même, parce que même si ce sont des outils en interne, ils tournent sur du cloud quand même, les niveaux de confidentialité qui sont autorisés ou pas à être utilisés pour ce type d'outils. Voilà. On a eu aussi un effort, on veut toujours maîtriser aussi la technique. Bien sûr, on ne sait pas exactement ce qui est derrière ces modèles, mais on devait apprendre à les utiliser au mieux et à comprendre comment ils peuvent être utilisés. Et donc, il y a eu un effort de monter en compétence en interne en manipulant et en s'appuyant sur nos partenaires aussi, sur nos partenaires Google, Microsoft, et d'échanger avec des personnes spécialisées, experts aussi dans ce domaine-là. Donc ça aussi, on l'a fait l'année dernière, donc on a fait beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, il y a eu l'axe après de saisir les opportunités. C'est assez intéressant parce que dans ce que tu viens de dire là, saisir les opportunités, il peut y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'en fait, Tout à fait. là, il y a plusieurs semaines ou mois de discussion, d'idéation, de use case, de priorisation, et cetera. Tout à fait. Et moi, j'ai également beaucoup apprécié cette démarche-là, parce que nous avons effectivement échangé avec beaucoup de nos collègues en nous appuyant sur finalement ces outils-là comme un démonstrateur et en leur demandant de voir, de penser, étant donné ce type d'outils, à quels usages eux-mêmes pourraient penser au sein de leur métier, de leur quotidien, etc. Et donc, c'était vraiment des échanges très intéressants parce que c'était aussi l'occasion de se rendre compte d'autres cas d'usage appliqués ou non pour l'IA, mais qui restent pertinents d'un point de vue informatique même, et aussi de répondre à des questions puisque eux-mêmes ne savent pas exactement ce qu'il est possible de faire ou pas, pour affiner justement les cas d'usage les plus pertinents. Et, et personnellement, il y en a un que j'aime beaucoup, beaucoup. Il y en a beaucoup, mais celui que j'aime bien, c'est celui qui finalement qui est peut-être le plus basique, mais qui est celui de l'accès à la connaissance à travers une conversation. Donc vraiment exploiter la partie à la fois moteur de recherche, avec les RAG derrière, etc., la connaissance qu'a le modèle lui-même, et aussi profiter des tâches de synthèse qui peuvent être aujourd'hui possibles avec les LLM pour compiler finalement une connaissance et finalement nous permettre d'accéder à de la connaissance de manière plus efficace. Ça, c'est un des cas d'usage que moi j'apprécie particulièrement. J'ai un autre point puisque finalement Renault, c'est une entreprise du CAC 40, vous avez énormément de collaborateurs. Hem, si tu as travaillé beaucoup dessus en 2023, tu as dû voir beaucoup de changements. C'est comment on établit une stratégie qui est entre guillemets «claire» autour de l'IA et pas que de l'IA générative, ça c'est un point important, alors que le sujet est aussi mouvant. Je prends un exemple, on peut prendre une direction le trimestre 1 et le deuxième trimestre, il y a eu des avancées technologiques, des avancées de recherche qui font que, on s'est complètement trompé. Un autre point, c'est comme tu l'as mentionné, cet accompagnement au changement perpétuel, c'est-à-dire qu'on passe moins de temps à coder, à comprendre, plus de temps à présenter, sensibiliser, rassurer sur la bonne utilisation des outils. Comment on fait avec une entreprise de cette envergure? En fait, par rapport à la vitesse de l'évolution, j'ai quand même l'impression que c'est une illusion quand même. Parce que si on regarde, oui, parce qu'en fait, si on regarde les différents domaines, on regarde l'IA symbolique, comme je disais tout à l'heure, qui date de longtemps et qui est encore là. Les outils de recherche opérationnelle qui sont de plus en plus associés à l'IA et qu'on peut mettre dedans. Il y a les outils de recherche opérationnelle. Il y a des modèles de machine learning non génératifs, on va dire ça comme ça. Il y a toujours ceux du deep learning si on rentre dans les sous-catégories, mais il y a des choses qui sont relativement stables en réalité. Et quand on a une impression de mouvance, aujourd'hui, c'est principalement sur les modèles liés à l'IA générative
au sens LLM, conversationnel, images, etc. C'est ceux-là où on voit une grande frénésie, une course, voilà. Mais pour moi, ça se limite vraiment à ça aujourd'hui. Et ce qu'on constate, et ça à chaque fois, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle techno qui arrive, on a l'impression qu'elle cache toutes les autres. Et on se focalise un peu comme l'effet médiatique ou quoi sur la dernière. Un biais humain. C'est un C'est un biais humain. biais, tout à fait, c'est un biais humain. C'est un biais humain. Et en fait, ceux qui sont dans le domaine, ceux qui connaissent, savent qu'à chaque fois, ce n'est qu'un outil qui vient s'ajouter à la boîte à outils de l'IA. Que certaines fonctionnalités d'une certaine technique pourront être remplacées par la nouvelle technique, certes, mais d'autres resteront pertinents dans les anciennes, entre guillemets, techniques. Donc, pour revenir à la question de la stratégie, pour moi, elle est relativement simple en fait. Elle devrait être assez pragmatique. Moi, j'ai une approche assez pragmatique. Nous connaissons les outils, nous restons attentifs aux évolutions technologiques. Nous maîtrisons, il y a un effort vraiment pour toujours être au top en termes de connaissances et de compétences, ça c'est sûr. Chaque catégorie, héros, symbolique, tout ça, chacune évolue et il faut qu'on soit toujours au top de chacune de ces techniques, d'accord? Mais après, à part ça, l'IA doit, à mon sens, rester un outil. C'est un moyen, ce n'est pas une fin en soi. D'accord? Ceci étant dit, on peut rester sur qu'est-ce qui va générer de la valeur à l'entreprise? Qu'est-ce qui va être utile pour les utilisateurs ou pour nos clients ou pour la société même? Et quels sont les outils qui permettent de répondre à ces problèmes-là? Tout simplement. Autrement dit, j'intègre les problèmes qui sont gérés par de l'IA de la même façon que les autres problèmes ou autres projets que nous avons habituellement dans le milieu de la technologie et du digital. Et c'est un point super intéressant que tu mentionnes ici, c'est le fait que tu aies une expertise. Est-ce que c'est aussi ton rôle de, alors le terme va être peut-être mauvais, réfréner les envies, puisque justement, bah, il y a eu des nouveaux Encadré, encadrés, encadré. merci, encadrés, puisqu'il y a eu des nouveaux outils, qui paraissent, impressionnants, merveilleux et en fait, ils ont juste une nouvelle feature qui ne change pas complètement la donne et vous avez déjà mis en place, par exemple, à Renault, une stratégie ou l'outil qui existait juste avant et c'est amplement suffisant. Est-ce que c'est ton rôle de, voilà, d'encadrer ces évolutions, ce Oui, je considère que c'est mon rôle ou ma responsabilité. Et je suis pas la seule, hein, tous mes homologues dans l'entreprise, là je parle effectivement pour moi, mais j'ai des collègues qui tiennent aussi ce type de rôle. En tout cas, je considère que c'est leur responsabilité aussi. On se doit de mettre à disposition notre connaissance, hein, des choses pour conseiller au mieux l'entreprise et les collaborateurs. Voilà, donc oui, c'est mon rôle à la fois ou je dirais même, c'est vraiment mon devoir, ma responsabilité de dire: «Bah, non, il faut pas courir dans cette direction-là si c'est pas pertinent, si c'est pas la meilleure des solutions». Et en même temps, je suis une personne très enthousiaste et mes collègues aussi. Donc on reste ouvert, aux possibilités. C'est-à-dire qu'on va pas être comme certains qui vont dire: «Oh bah là là, ça va c'est pas la peine d'aller là-dedans, c'est trop tôt» et cetera. Il y a vraiment une sorte d'équilibre entre l'enthousiasme, la curiosité et la volonté d'être au top, j'insiste, et les bons choix et le fait de faire des choix en bonne connaissance des outils. Ouais, Bah, c'est super, super intéressant, donc de garder la tête froide finalement vis-à-vis c'est des ça. de ces innovations, de pas être dans la frénésie et la hype, mais donc de pas non plus sous-estimer, les bénéfices et la valeur que peuvent apporter, ces outils. Tu rappelles que c'est aussi ça restera des outils à mettre dans une boîte à Oui, outils, de la technologie et du progrès au service de, problématiques métiers
et pas une fin en soi, de faire de l'IA. D'ailleurs, presque je me dis, est-ce que ça pose pas une question quand on voit des gens qui sont, VP AI ou, finalement, ces titres où, en fait, on est juste sur le spécialiste de l'IA dans l'entreprise. C'est ça, voilà, ça pose des questions de comment on voit finalement, l'importance et la stratégie, de Mmh, cette techno dans, la transformation, de l'entreprise et de l'organisation. tout à fait. Du coup, tu parlais tout à l'heure aussi de ML, de machine learning, de deep learning. Tu as parlé beaucoup de recherche opérationnelle, de symbolique, donc voilà, très matheuse, logicienne, et dans la science et tout ça. Est-ce que vous avez, encore des projets, ça va être péjoratif, je sais pas, c'est pas des projets basiques, hein, le machine learning, mais disons que plus standard et traditionnel, qui tournent, qui sont, voilà, qui sont en ligne. Et mon autre question, c'est aussi, est-ce que il arrive qu'il y ait des projets, qui mêlent les 2, à la fois le ML ou le deep learning et l'IA générative, les LLM et des questions comme ça? Des projets un peu hybrides? Parce que tout à l'heure, tu disais, il y avait, par exemple, la recherche opérationnelle. On voyait maintenant des outils où, on mettait, de l'IA générative, des LLM, de l'aéro, de la logique. On voit que même, tiens, il y a des choses qui sont intéressantes avec les graphes, Oui, aussi, et je pense que tu dois bien aimer ça aussi. Voilà. Est-ce que tu vois des choses un peu, intéressantes en termes d'hybridation, d'IA finalement? oui. De croisement? Bah, merci beaucoup pour la question parce que oui, oui, j'aime beaucoup en fait notamment l'hybridation parce que, bah, on en parlait. Chacun a ses atouts et on a une puissance, voilà, augmentée grâce à l'hybridation des différentes techniques et des différentes techniques, de machine learning ou d'IA en tout cas, mais aussi même des techniques d'informatique classique avec, l'IA, et cetera. Moi, la partie hybride, j'y crois énormément. Donc, par rapport à l'hybridation, moi, je peux vous citer, par exemple, l'optimisation et le machine learning. On a fait une thèse, avec le LAS à Toulouse, le laboratoire du LAS, sur l'hybridation du reinforcement learning et les méthodes classiques d'optimisation. Et ça a donné de très bons résultats, hein. Mais la volonté n'était pas de remplacer le reinforcement learn les méthodes, classiques d'Optim par le reinforcement learning, mais de voir si on pouvait traiter des instances qu'on n'arrivait pas à traiter en Optim avec l'apport de reinforcement learning. Et je voudrais vous raconter cette anecdote parce qu'elle m'a marquée. J'avais justement présenté ce sujet et partagé ce sujet avec Luc Julia, d'accord? Et il m'avait posé une question que j'ai trouvée, vraiment pertinente et je m'y attendais pas à ce moment-là, en tout cas. Il m'a dit: «Quel est l'apport en termes de fonction objectif, en fait, en termes d'optimisation versus la consommation énergétique du reinforcement learning?» Sacrée question. Sacrée question, effectivement, à ce moment-là, ça doit faire, peut-être maintenant 3, 4 ans, hein, qu'il m'avait posé cette question-là et c'est vrai qu'à ce moment-là, moi, je m'étais pas posé la question. Donc je suis repartie avec la question, vers notre doctorant et je lui ai dit: «Tiens, est-ce que tu as pu faire la comparaison et la mesure pour voir pour les instances qui étaient résolues par les 2 le delta en termes, d'énergie et cetera?» Donc voilà, dans ce cadre-là, je vais rester sur des méthodes classiques d'Optim pour les instances qui peuvent être résolues avec et je vais effectivement hybrider avec d'autres méthodes pour pouvoir aller plus loin dans la résolution des problèmes qu'on peut être amené à traiter. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et du coup, utiliser, à la fois le bon outil, le bon algorithme, le bon paradigme, en fonction des problématiques et Tout à fait. éventuellement, en combiner certains à certains endroits de, processus plus complexes, Oui, où on va avoir, je sais pas, de la reconnaissance d'entité, c'est pas la peine oui, d'utiliser un LLM, de la classification, de la reconnaissance d'images et cetera. Il y a plein d'autres algos. Et oui. du coup, dans l'IA, est-ce que vous en intégrez dans les véhicules déjà?
Tu vois? Et si c'est pas des questions de top secrètes et tout, mais je pense que ça doit être quand même su ou il doit y avoir quand même des choses qui sont Oui. et du coup, ouais, est-ce que vous avez des régulations ou des contraintes, particulières justement? Parce que moi j'ai l'impression, enfin, tu vois, moi j'ai 48 ans, la première voiture que j'avais c'était une 2 chevaux, vous vous moquez pas de moi. Mmh. Il y avait quand même peu d'intelligence artificielle à l'époque et aujourd'hui, tu t'achètes une voiture, tu as quand même un peu l'impression que c'est, Star Trek, Renaissance, quoi. Donc il y a Mmh. vraiment, des boutons, des touchscreens, il y a plus d'aiguilles et cetera. Donc on est vraiment dans le futur. Est-ce qu'il y a beaucoup d'IA dans les véhicules? Ou est-ce que, vous regardez un peu, un concurrent à droite, un concurrent à gauche et vous regardez ce qui se fait et puis, vous co comme pour les téléphones portables, vous copiez les features de l'un pour les mettre sur l'autre? Alors, en fait, je vais pas pouvoir effectivement donner beaucoup d'éléments dans ce domaine-là parce que c'est pas mon domaine en fait, au quotidien. Je suis plutôt éloignée finalement de la partie, embarquée et au niveau du véhicule. Je sais juste que nous avons effectivement de l'IA, dans la voiture et j'ai un cas d'usage qui m'a plu encore une fois, qui n'est pas vraiment pour la voiture elle-même, mais pour la société. Il y a eu un proto, et je ne sais pas s'il a été appliqué plus largement, mais pour pouvoir analyser l'état des routes en circulant lorsque la voiture roule et pour pouvoir après Ah, c'est cartographier. super cool ça Oui, ah ouais. oui, c'est un projet qui a été développé, par l'équipe innovation digitale avant que je la rejoigne et par mes collègues, du centre d'excellence IA. Et j'avais beaucoup aimé ce cas d'usage parce qu'en fait, avec effectivement la caméra, l'IA pour reconnaître les patterns des zones accidentogènes, eh ben, il propose une cartographie sur ce critère-là qui est partagé après avec les villes. Donc ça, c'est un cas d'usage qui me semble très pertinent. Après, il y a effectivement, tu as raison, d'autres cas d'usage, pour, optimiser le rendement d'un véhicule, pour réduire, en fonction du type de conduite du conducteur, les effets, les émissions de différents, CO2 ou autres en tout cas. Donc oui, il y a beaucoup de travaux dans ce sens-là mais je suis pas la bonne personne pour en dire plus parce que je connais vraiment moins ce domaine-là. Juste avant, on parlait des outils et du côté boîte à outils. Je voulais savoir si vous aviez des méthodologies pour identifier des innovations technologiques qui sont, à vos yeux, les plus prometteuses. Donc, sans rentrer peut-être dans le détail, comment on fait le choix de se dire: «Cette technologie plutôt qu'une autre, on va prendre le risque, de l'implémenter», puisqu'en fait, c'est en tant que tel, c'est un risque que j'imagine qu'à Renault, une grande entreprise, une grande organisation, Mmh. ça prend du temps à implémenter des solutions, des nouveaux outils, à la fois par, l'accompagnement au changement et puis plein d'autres choses, j'imagine. Comment on fait ce choix? Comment on est dirigé? Tu veux dire, Thomas, genre, comme un peu un framework ou une méthodologie, c'est ça, qui permettent d'assesser ou d'évaluer une innovation, c'est Oui, ça? je vais donner un exemple, mais là, j'en sais rien du tout. Mais par exemple, comment on irait choisir, GCP plutôt qu'Azure, ou pourquoi on irait choisir Azure plutôt que AWS, ou, Mmh. pourquoi Python plutôt que R? Ça peut être des choses Oui. vraiment très, très, très larges. En fait, effectivement, il y a plusieurs dimensions, hein, il y a plusieurs moyens de capter un petit peu ce qui est le plus prometteur. Je l'ai pas évoqué, mais nous échangeons régulièrement avec le monde académique et mine de rien, le monde académique nous donne aussi une vision sur ce qui va venir prochainement. Donc on n'y pense pas souvent, mais moi je sais que côté RO, recherche opérationnelle, on est très présent, on échange régulièrement, on assiste à des conférences liées à la recherche opérationnelle, par exemple. Pareil pour PFIA, hein, de l'Association française de l'IA. Il y a des espaces où on peut capter les tendances et les nouveautés technologiques qui vont arriver. Donc ça, c'est un premier capteur de ce qui peut venir. En termes de choix pour des choses qui vont être un peu concurrentes, par exemple, je vais vous prendre l'exemple de Python versus R. Tu citais Python, Thomas. En fait, on va voir quelle est l'activité
côté R versus côté Python, les usages, est-ce qu'ils sont déjà, est-ce qu'il y a beaucoup de contributions? Est-ce qu'il y a beaucoup d'utilisation académique ou industrielle, etc. Et c'est ce qui va orienter notre choix. Et par rapport à des fournisseurs de solutions cloud, alors nous, vous le savez, on a un partenariat avec Google, ce qui nous permet d'explorer beaucoup de choses parce qu'ils ont beaucoup d'outils qui sont très utiles dans notre domaine. Et en même temps, on reste ouvert aux autres fournisseurs de cloud, ne serait-ce que pour savoir ce qu'ils fournissent comme technique, comme outil, comme modèle, etc., pour garder toujours cette volonté d'aller vers les meilleures solutions. Donc il y a une sorte de veille techno, voilà. Et puis moi, je fais vraiment confiance aussi aux gens du terrain. Je trouve on développe en travaillant une connaissance et une intuition de ce qui peut venir. Et ça, c'est quelque chose, alors je ne saurais pas vous le formaliser, la méthodo, etc., si ce n'est une bonne écoute, ou bien poser les questions si on s'entretient vraiment dans le but de capter les tendances. Mais vraiment, c'est vraiment le terrain pour moi est une source aussi pour capter ce qui sera le plus pertinent pour répondre à des besoins. Voilà, tout simplement, à court terme. Euh, et nous guider un petit peu dans ce qui pourrait être le plus pertinent. Quand tu parles de terrain, Siam, en fait, tu parles de, pour, aller faire des conférences, rencontrer des pairs, faire de la recherche ou, carrément juste, le boulot, au contraire, rencontrer, vos collègues, écouter les départements, les équipes, aller des fois, en bas de l'usine et aller regarder les C'est ça. robots et cetera et cetera. C'est ça? C'est un peu les 2 aussi? Quand je C'est les 2. OK. Et quand je parle terrain, moi, je pense effectivement dans Sortir du labo. l'entreprise, voilà, on sort du labo exactement. On sort du labo, ça, c'est la partie terrain. On voit d'autres labos, ça, c'est la partie académique qui est très précieuse, hein. On a toujours travaillé, et échangé avec le milieu académique, les chercheurs, et cetera. Et puis voilà. Et en termes de méthodo, quand on va bien sûr pas se lancer directement dans une techno choisie, hein. On va prototyper, on va choisir des projets pilotes parfois, et puis on va aussi s'appuyer sur nos partenaires qui ont eux une expérience avec d'autres industriels. Il y a aussi notre réseau industriel où on échange dans notre domaine. Donc tout ça nous aide à bien cibler les technos les plus prometteuses. Après, il y a aussi un effet qui peut se produire, et ça je le vois, mais c'est tout ce qui est prédiction autoréalisatrice parfois. Qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est lorsque, en fait, c'est quand on dit, c'est un effet aussi, hein, quand on dit, bah, ça va marcher, avant que ça marche. Et à force de l'entendre, on le fait marcher parce C'est la méthode Coué. on lui donne un crédit de La confiance, en méthode Coué, fait. ouais. Donc ce sont des prédictions autoréalisatrices, et finalement, c'est le fait de croire en cette prédiction qui fait qu'elle se concrétise en réalité. Voilà. Ah, c'est génial, merci beaucoup pour les exemples, très concrets. On a une question pour toi, celle qu'on pose à tout le monde en fin d'épisode, c'est: quelle est ta question pour le prochain invité dont on ne connaît pas, l'identité pour le moment? Moi, je voudrais en fait, lui poser la question, justement, ça rejoint la question sur dans 15 ans. On sait qu'il y a des scientifiques en France qui travaillent sur ce sujet-là, sur l'IA frugale, en fait. Caltech a annoncé aussi un projet là récemment avec des investissements sur la partie IA frugale. Et donc ma question pour mon ou ma successeur, hein, votre invité en tout cas, c'est ce qu'il en pense. Qu'est-ce qu'il pense de l'IA frugale? Est-ce que c'est un domaine dans lequel on doit s'investir fortement? Est-ce que voilà, que pense-t-il lui de l'IA frugale? Est-ce qu'il y croit ou pas? Ouais, c'est une super, super question et je dois dire qu'on s'est pas du tout, on s'est pas du tout entendu, Siam, mais j'ai publié, une tribune sur le Journal du Net hier, Mmh. sur l'IA frugale, donc je vous D'accord. invite à aller la voir, mais tu as raison, c'est un sujet, je vais oser la blague, mais très brûlant.
en espérant qu'il fasse pas tout brûler, mais sur lequel il faut effectivement qu'on se penche. Donc ça sera une super question pour le prochain invité. On va conclure, hein, tranquillement. On a passé un super moment, Siam, en ta compagnie. Mmh. Moi, quand je vais venir à Paris, c'est sûr, je vais passer te voir dans vos locaux. Avec Ça me fera plaisir. plaisir. Et puis peut-être apercevoir Luc Julien avec sa chemise hawaïenne, ça aussi, ça me fera plaisir. Il est génial. Merci. Ouais, il est génial. Il est génial. En tout cas, on le salue. Merci beaucoup, Siam. J'espère que tu as passé un bon moment aussi. Tout à fait, merci à vous. C'était un plaisir d'échanger, de pouvoir discuter, sur l'IA. Merci beaucoup, Thomas, aussi. Merci Siam, merci Pierre. Merci.